Donc, comme vous savez tous, l'IA, c'est un sujet qui est très vaste. Donc, moi, personnellement, je suis pas un expert, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur, un peu passionné par-dessus, donc j'aime bien me tenir informé de ces sujets-là. Donc, il peut y avoir des problèmes, des fautes dans la présentation, n'hésitez pas à me le dire si vous en voyez. Ensuite, cette présentation va parler du coup des évolutions récentes de l'IA, des tendances actuelles et de ses usages. Et la dernière partie sera plus technique. Donc, dans un premier temps, le prérequis que vous devez savoir, c'est la définition de LLM, parce que je l'ai utilisé plusieurs fois dans la présentation. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que ça a été entraîné pour discuter avec des humains. Et maintenant, est-ce que vous êtes tous calés en IA? Donc, si c'est oui, je vais vous poser quelques questions, je vais essayer de rendre interactive cette présentation. Et non, vous allez voir les idées reçues qu'on a sur l'IA. La première question, vrai ou faux? Est-ce que les LLM, donc ChatGPT, Gemini, Grok, ne mémorisent pas la grande partie de leurs données d'entraînement? Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas reproduire mot pour mot ce sur lesquels ils ont été entraînés. Ça, c'est la réponse de ChatGPT qui dit bien que les LLM ne peuvent pas ressortir intégralement un texte d'entraînement. La réponse, c'est qu'il y a une équipe sur le livre d'Harry Potter qui a réussi à extraire 95% du texte sur Claude Sonnet, 76% avec Gemini, 70% avec Grok et 4% avec ChatGPT. Ça veut dire que les données qui ont été ingurgitées dans... Et dernier vrai ou faux, c'est sur mon ordinateur portable, j'enlève le chargeur, donc je le mets uniquement sur batterie. Qu'est-ce qui consomme le plus? Générer une vidéo par IA ou jouer à Civilization 6? Et la réponse, c'est que l'IA en local, j'ai 1 heure de batterie. Civilisation, c'est moins de 15 minutes. Du coup, comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de sujets sur l'IA. Donc, je vais essayer d'en survoler pas mal. On peut générer des images. On peut le faire soit sur le cloud, soit en local. Il y a plein d'outils qui existent. On peut générer des vidéos. Il y a Sora qui est assez connu pour générer des vidéos de 5 secondes sur des sujets. Juste besoin de taper un texte, c'était une vidéo qui sort. On peut générer Il y a même des chansons maintenant sur Spotify générées grâce à Suno. Et tu donnes soit un texte, il va te générer les lyrics, les paroles, avec le thème de la musique que tu veux. Soit tu donnes un sujet, il va te générer des paroles par rapport au sujet. Il y a des grosses avancées sur les robots avec l'IA. C'est Unitree qui a sorti cette vidéo il y a 1 semaine ou 2 semaines. Et donc la science-fiction, c'est encore dans longtemps, mais on se rapproche quand même. Et en Chine, d'ailleurs, ils ont commencé à remplacer les policiers qui font la circulation dans la rue par des robots. C'est en phase de test. Du coup, il y a des controverses sur l'IA que je vais juste survoler aussi. Comme vous savez, les scandales actuellement chez Grok. Donc, Elon Musk, son IA, 50% des requêtes, c'est pour dénuder des filles. En plus, ça marchait tellement bien, il a rendu cette fonctionnalité payante. Et du coup, ça fait scandale. Il y a plusieurs pays comme la Malaisie, l'Indonésie qui ont interdit Grok. Du coup, ce qu'il a fait, c'est que au lieu de supprimer cette fonctionnalité partout, il a juste supprimé en Indonésie et en Malaisie. Il y a eu plusieurs suicides face à l'IA, des gens qui sont restés... Parce que l'IA, tu peux t'attacher, parce que l'IA, elle va te parler de façon sentimentale en fonction de comment tu lui parles. Tu as une personne qui s'est mariée avec son IA, elle lui a passé le doigt en réalité virtuelle. En Chine, d'ailleurs, il y a tellement des problèmes qu'ils ont créé un manifeste où maintenant, les nouvelles IA n'ont pas le droit d'être émotives, de parler de sujets sensibles. L'entraînement des données, c'est quelque chose que j'ai pas testé, que je ne connais pas, donc je vais le survoler. Je sais juste qu'il y a un outil qui s'appelle Google Notebook LM où tu lui passes un fichier PDF de 200 pages et ensuite tu peux lui poser n'importe quelle question et il va te répondre dessus. Donc c'est vachement pratique quand tu as des milliers de pages ou des centaines de pages à lire, tu veux juste une question. C'est pas fiable à 100% bien sûr, mais c'est... Et maintenant, c'est fini les tendances et je vais vous parler un peu de l'histoire de l'IA. Très brièvement. Donc, avant les LLM, il existait plein d'IA, plutôt fait à la mano, à la main. Donc, on écrivait des règles, où il y avait des modèles de statistiques, que ce soit vectoriel ou écrit à la main aussi.
Donc, on pouvait faire des chatbots, des moteurs de recherche avec des mots-clés. Les réseaux neuronaux ont commencé à apparaître et du coup, on a pu faire par exemple, quand on fait un post sur Facebook, on peut savoir le réseau neuronal si c'est un post qui est plutôt humoristique, qui est joyeux, qui est triste. Donc ça, on arrivait à le faire avant les LLM. Et ensuite, le deep learning est arrivé. Donc, il est arrivé dans les années à peu près 2012. Et le deep learning, du coup, c'est toujours des réseaux neuronaux et on traite des énormes quantités de data. Donc, ça permet de faire de la reconnaissance d'images, de la reconnaissance vocale, génération d'images et, bien sûr, les LLM. Est-ce que vous savez quand est sorti ChatGPT dans le grand public? 2022, fin 2022. Mais la première version de ChatGPT, qui n'était pas publique, est sortie en 2018. Donc, du coup, ce qu'il faut retenir, c'est que en fait, le deep learning, c'est le fondement des LLM, et que les LLM sont un type de modèle produit à l'aide du deep learning. Et du coup, quand on utilise ChatGPT pour générer une image, du coup, est-ce que c'est bien le LLM qui génère l'image? Bah non, le LLM, c'est quelque chose qui a été entraîné pour discuter avec l'humain. C'est pas générer l'image. Par contre, il va appeler un modèle de deep learning qui, lui, va générer l'image. Et donc, du coup, dans ChatGPT et son concurrent, comme je vous ai dit, c'est en 2018, le premier MVP. En 2022, publication de ChatGPT. Aujourd'hui, il y a plus de 800 millions d'utilisateurs actifs chaque semaine dans le monde entier. C'est assez énorme. Et maintenant, je vais parler de quelque chose d'un peu plus technique et qui nous est un peu plus utile pour nous, les développeurs. Donc, de ce qui arrive de plus en plus, c'est qu'on passe du chat à l'agent. Donc le chat, c'est répondre aux questions, et l'agent, c'est celui qui planifie et qui va exécuter les actions. Donc, ça, c'est plus du high level. Moi, je vais vous dire ce que je connais et ce que j'ai utilisé. Donc il existe plusieurs agents, ou des IA qui sont intégrés aux IDE. Il y a des IDE qui sont basés sur l'IA comme Cursor. Il y en a un autre qui a été sorti par Google il y a 2 mois, je ne me rappelle plus le nom. Et il y a l'agent Claude qui est sorti il y a une semaine là. Et moi, du coup, j'ai testé Juni d'IntelliJ. C'était pas incroyable. Ça utilisait beaucoup de tokens. Et bien sûr, si vous êtes dans une mission, vous ne pouvez pas forcément utiliser des agents parce qu'il va connaître toute votre base de données, enfin tout votre projet, il peut comprendre tout le contexte. Et il faut que ça soit certifié et validé par la mission. Donc, dans Augmente, il y a des choses qui m'ont surpris. Notamment, je lui ai demandé de faire des tests sur du code. Il les a fait, il les a exécutés, ça ne marchait pas. Il a lu les logs du test. Il a rajouté des logs pour qu'il puisse comprendre. Il a réexécuté les tests, il a relu les logs, il les a corrigés. À la fin, il m'a dit c'est bon, les logs, ils marchent. Alors, je lui ai lancé juste un seul prompt. Hein. J'ai touché à rien après. Et un autre point, à un moment, il était bloqué, il n'arrivait pas à trouver la solution. Du coup, il a créé un projet démo. Il a testé le code sur le projet démo. Donc, il y avait juste ses dépendances au niveau des librairies. Il a vu que ça marchait. Et ensuite, il a supprimé le projet démo, il l'a remis dans le projet, ça a marché. Mais c'est parce que là, j'utilise Augmente AI, c'est pas la même chose. C'est comme Claude Agent. C'est du coup une IA qui est intégrée dans ton outil de travail et qui sait lire ton projet. Et quand tu vas lui poser une question, il sait naviguer entre les fichiers, il va peut-être modifier 10 fichiers différents, et ça évite d'aller sur ChatGPT, récupérer un bout de texte, le copier-coller ici, récupérer un bout de texte, le copier-coller ici, et connaît le contexte. Là, c'est quelque chose, je vous laisse lire, ça m'a fait rire quand j'ai vu ça. Donc, le code, il ne compilait pas sur ma branche actuelle. Il a changé de branche, il a testé la compilation, il a vu que ça marchait bien, il est revenu sur la branche, il a dit « Ok, c'est ta branche qui a un problème ». Maintenant, je vous parlais si vous voulez exécuter une IA sur le PC. Pourquoi? Parce que c'est gratuit et les données que vous allez utiliser, elles ne vont pas sur Internet. Elles ne sont pas utilisées par d'autres gens. Et ça, c'est le logo de Ollama. Donc, Ollama, c'est un outil qui permet de run des modèles sur ton PC. Donc, du coup, les données, comme je dis, ne sont pas envoyées sur Internet. Tu peux même parler localement avec Ollama et ça nécessite le téléchargement d'un modèle. Donc, un modèle, c'est quoi? C'est le résultat du deep learning, c'est quelque chose qui a été entraîné où tu vas pouvoir communiquer avec lui pour répondre à des questions. Donc, il y a des petits modèles, par exemple de 4 gigas, ou si tu veux un modèle performant, tu as un ordinateur puissant, tu as des modèles qui font 128 gigas, il y en a même qui sont encore plus. Un autre chose qui est apparu il y a 2 ans, en 2023, c'est l'IA directement dans le navigateur. Alors, comment ça va marcher?
c'est que ça va télécharger un modèle et ça va utiliser le navigateur pour questionner le modèle. Donc ça va utiliser ta RAM ou ton GPU et du coup, tu n'as pas besoin de serveur et tu vas pouvoir communiquer avec l'IA. Moi, ce que je pense, c'est que ça, c'est un gros futur, surtout que les modèles deviennent de plus en plus petits et deviennent très spécialisés. Donc si tu avais besoin, tu vas peut-être aller plus tard dans un site où tu vas télécharger un modèle de 100 mégabits et qui va répondre uniquement à des questions très spécifiques et être très rapide. Il y a maintenant, ChatGPT 4, il était entraîné sur 1,8 trillion de paramètres. Ça fait 1800 milliards. Et maintenant, il y a des modèles plus spécialisés qui ont seulement 27 millions de paramètres et qui tournent. Et du coup, ça réduit énormément le temps pour entraîner le modèle. Et tu as un modèle, par contre, très spécialisé. Tu peux pas faire tout ce que tu veux avec, mais pour répondre à des questions très spécifiques, c'est très bien. Et ça, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Je vais parler maintenant de mon point de vue sur l'avenir de l'IA et de notre boulot aussi. C'est que plus tard, l'IA va s'exécuter localement sur n'importe quel PC avec des modèles de plus en plus petits. Il y aura moins les services cloud, ça coûte très très cher. D'ailleurs, en février, ChatGPT aura des pubs parce que en fait, ils crament trop d'argent et ils ont besoin d'argent pour continuer à vivre. OpenAI a besoin d'argent pour continuer à vivre. Je pense pas qu'il y aura des pertes d'emploi côté développeur. Moi, ce que je pense, c'est que plus tard, on sera plutôt à haut niveau, c'est-à-dire qu'on va parler aux agents qui vont faire le code pour nous. Et nous, vu qu'on aura la connaissance, l'expertise du code, on va pouvoir voir ce qui a été généré et savoir si c'est bien ou pas. Notre boulot sera toujours développeur, mais plutôt directeur d'agent. Voilà, c'est mon point de vue, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Hein. Ça veut dire ce qui va se passer. Et c'est ce que j'ai dit. Oui, non. Moi, je trouve que l'IA pour les juniors, c'est un peu traître parce que il va générer un projet, ça va être bien dès le début, mais ils ne sauront pas expliquer le projet parce qu'ils n'auront pas assez codé dans leur vie pour comprendre pourquoi l'IA a fait ça et pourquoi il n'a pas fait ça, etc. Ils ne sauront pas vraiment expliquer le code qui a été généré. Alors que nous, on a vécu sans l'IA et donc du coup, on a vraiment codé, on sait vraiment les bugs. Et je pense que du coup, l'IA, c'est plus un outil pour les personnes expérimentées que pour les débutants. Et je finirai avec 2 dernières nouveautés, je trouve assez perturbantes, mais intéressantes aussi. La première, c'est du coup les agents IA autonomes. Sur Windows, maintenant, tu as une feature expérimentale pour les bêta-testeurs qui permet de laisser l'IA contrôler entièrement ton PC. Donc, c'est-à-dire que tu lui donnes un prompt à l'oral ou à l'écrit. Achète-moi une robe bleue sur Internet. Il va aller sur le navigateur, il va aller se taper sur le site robe bleue, il va aller directement payer, il va utiliser la carte préenregistrée qui est déjà sur Internet. Tu peux lui demander d'aller sur Word, il va aller sur Word, tu peux lui demander de tout ce que tu peux faire à l'écrit, il va te le faire. Et ce qui est le plus compliqué, c'est que c'est isolé. C'est-à-dire qu'ils essayent de faire en sorte que l'IA puisse faire que des choses dans un bloc et pas pouvoir en sortir. C'est-à-dire pas pouvoir changer le mot de passe admin ou pas changer des trucs comme ça. Mais c'est très compliqué, c'est pour ça que c'est expérimental. L'autre chose qui est encore plus dingue, c'est ceci. Alors, ce que vous voyez là, c'est la Dynamic View. C'est en preview sur Google. C'est aussi pour les bêta-testeurs. Et en fait, là, c'est un comparateur du coup de je sais pas quoi. De NAS. Et ces données-là, cette vue-là, en fait, la personne a tapé donne-moi un comparateur de NAS. Et il arrive sur ça. C'est quoi? Toutes ces datas, c'est des datas qui ont été récupérées de sites web. Et en fait, le navigateur a composé en temps réel une interface avec ces datas pour l'afficher à l'utilisateur. C'est quoi l'avantage? C'est que du coup, tu n'as pas besoin d'aller sur le site, tu as directement toutes les données de tous les sites différents qui sont affichés. C'est customisé pour l'expérience utilisateur. Si la personne a besoin d'une police plus grosse, a besoin d'un thème sombre ou connaît ou avec les cookies, etc., ils savent l'utilisateur ce qu'il préfère, du coup, c'est possible de mettre des choses plus en avant. Et donc, en fait, c'est un peu la mort des sites web parce que au lieu d'aller sur les sites pour récupérer les informations, il y a tout qui déjà t'est affiché. Ils ont fait des IA qui vérifient ce que la première IA a fait, et il y a d'autres IA qui vérifient. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y aura toujours une incertitude, mais plus le temps passe, plus l'incertitude des IA est de plus en plus faible.
Dans ce cas en particulier, tu acceptes le fait que dans 99% des cas, ça va marcher, mais que dans 1% ça va pas marcher. Alors, moi, j'ai un pattern pour coder, par exemple. D'abord, je vais demander d'écrire les tests. Ensuite, une fois que tous les tests sont créés, je lui dis maintenant, tu fais le code et tu dois le faire tant que les tests, une fois que tous les tests ont passé, c'est bon. Une fois qu'il a fait ça, je lui demande de refactor le code. Et ensuite, je regarde le code qui a été généré. J'ai une spec, par exemple, j'ai le ticket Jira, et tu peux même copier-coller le ticket Jira, et tu dis, écris-moi les tests en TDD, et fais ce que je t'ai dit. Et donc, du coup, à la fin, il va te générer le code, et toi, tu fais bien attention à tout ce qui a été généré. Et un autre point, par contre, le code qui a été généré avec l'IA, moi, je repasse toujours derrière, parce que il y a plein de choses qui fait mal, et que du coup, je modifie manuellement. Donc, il y a des parties du code que moi-même, je modifie, et ça correspond à peu près à 30% du code généré.